Et je me rappelle avoir pris un boisson et j'ai commencé à boire avec mes amis, on s'amusait. Mais à un certain point, j'ai perdu connaissance. Je me forçais à reprendre conscience et c'est là que j'ai réalisé que oui, effectivement, j'étais en train de me faire violer par des étrangers. Il y avait comme un esprit qui avait pris le contrôle de ma main et qui m'avait communiqué un message. Ouvre ta Bible. Allô tout le monde, je m'appelle Christelle, j'ai 28 ans, je suis mariée avec 2 enfants et j'aimerais vous partager mon témoignage. Quand j'étais jeune, on allait à l'église un peu religieusement. Ma grand-mère, elle venait nous chercher, elle nous apportait à l'église à tous les dimanches. Mais lorsqu'on rentrait à la maison, notre vie n'était pas vraiment la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. On vivait un peu comme on voulait. Et puis, éventuellement, on a juste arrêté d'aller à l'église parce que ça n'a pas vraiment changé de quoi dans notre vie. Je me rappelle quand j'avais aux alentours de 11 ans que j'ai commencé à avoir mes propres amis, mais ces amis-là, c'était vraiment des personnes avec lesquelles que je ne devais pas être amie, en fait. J'étais amie avec des personnes de 16 ans et plus, voire jusqu'à 20-21 ans, à l'âge de 11 ans. Mais bon, c'était mes amis, je les aimais, ils étaient gentils avec moi. Le problème, c'était que ces personnes-là étaient impliquées dans la consommation, ils buvaient beaucoup d'alcool, ils partageaient ça avec moi et mes amis plus jeunes. Alors, à l'âge de 14 ans, j'ai déjà commencé à consommer, j'ai déjà commencé à boire beaucoup d'alcool et surtout à aller dans les fêtes. C'était comme ça s'appelait des jams, puis vraiment des jams, c'était comme des clubs où est-ce qu'ils ne te demandent pas pour ta pièce d'identité. Donc, n'importe qui peut se pointer. Tant que tu t'habilles d'une certaine façon, ils vont te laisser rentrer. Tu mets un peu de maquillage, tu mets des vêtements les plus courts, les plus sensuels, puis même si tu parais avoir 12 ans, ils vont te laisser rentrer. Donc, c'était ces sortes de fêtes-là que je fréquentais avec mes amis. Et je me rappelle, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà vu beaucoup de violence. Je me rappelle, il y avait une soirée où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'est fait tirer dessus et j'ai vu ça avec mes propres yeux. J'ai vu le feu qui sortait du pistolet. À 14 ans, c'était vraiment traumatique pour moi, mais c'était la vie que je connaissais, c'était la vie que les gens autour de moi connaissaient. Même à l'école primaire, la drogue se vendait déjà, donc c'était pas quelque chose de trop surprenant, mais quand même, quand tu le vois pour la première fois, t'as un choc. Donc voilà, c'était ma vie déjà à 14 ans, à 12, 13 ans. Je rentrais dans ces fêtes-là, puis je côtoyais ces genres de personnes-là. J'étais dans des environnements très dangereux. À l'âge de 14 ans aussi, il y avait un événement qui s'est déroulé dans ma vie qui était très, très traumatique. Donc, j'avais une amie qui m'avait invitée à une fête et je me rappelle encore très clairement, lorsqu'on était en route vers cette fête-là, mon amie et les amis de mon amie m'interrogeaient beaucoup sur ma vie personnelle, sur ma vie sexuelle. Et rappelez-vous, j'avais 14 ans, j'avais pas de vie sexuelle, j'avais jamais eu un chum. J'étais trop gênée pour même tenir la main d'un garçon. J'étais pas cette sorte de fille-là. Mais j'ai rien contre personne, mais j'étais pas ce genre de personne-là. Donc, pour moi, je trouvais ça bizarre. Surtout qu'elle me connaissait, elle savait que j'avais pas d'expérience dans ce domaine-là. Donc, je comprenais pas trop pourquoi elle me questionnait sur ma sexualité.
vu qu'elle était comme non existante. J'étais à peine passé la puberté. Donc, quand on est arrivé au motel où est-ce que la fête était supposée se dérouler, je sentais vraiment comme si qu'il y avait une voix qui me disait « Rentre chez toi ». Mais j'écoutais pas la voix, bien sûr. Je voulais m'amuser, je voulais fumer avec mes amis, je voulais boire, je voulais m'amuser. Donc, je suis restée, j'ai ignoré ce voix-là. Mais encore une fois, c'est comme si cet esprit-là est en train d'envoyer des choses pour me détourner. Mais dans mon enfance, dans ma jeunesse, je comprenais pas que c'était la voix de Dieu qui me parlait, donc j'ignorais. Je suis comme, ah non, il faut que tu vis un peu. Donc, quand on était au motel, la personne qui travaillait dans ce temps-là avait appelé la police parce que ils ont remarqué qu'il y avait des jeunes qui essayaient de louer un motel. Tu sais, c'était pas normal. Ils ont vu la situation et ils ont agi. Donc, lorsque la police est arrivée, je me rappelle, ils cognaient à la porte et il y avait un des gars qui était là, il était comme « Ah, Christelle, cache les drogues dans tes vêtements, mets-le dans ton soutien-gorge parce que t'es jeune, la police, ils vont pas checker, ils vont pas vérifier sur ton corps, mais moi, vu que je suis un jeune homme, ils vont vérifier si j'ai de quoi sur mon corps. » Donc, je me suis dit, OK, je vais le cacher dans mes vêtements, pas de problème. Par la suite, je me rappelle encore de la policière, je me rappelle de son visage très clairement. Elle m'a approchée directement, pas les autres jeunes filles qui étaient là, mais moi personnellement. Elle est venue vers moi, puis elle m'a demandé, « Est-ce que tu t'appelles Julie? » J'étais comme, « Non, je m'appelle Christelle. » Elle était comme, « T'es sûre que t'es pas Julie? Parce que Julie est en fugue et tu ressembles à Julie. Donc, montre-moi tes pièces d'identité. Je vais m'assurer que t'es pas Julie. » J'étais très nerveuse parce que j'avais des drogues dans mes vêtements. J'étais comme, tu m'as dit qu'ils n'allaient pas me vérifier, mais pourtant, pour une raison ou une autre, la policière m'avait remarqué. Ils n'ont pas vérifié mes vêtements, ils n'ont pas vérifié mon corps. Donc, heureusement, je n'étais pas en trouble pour ça. Mais une fois qu'elle a vu ma pièce d'identité et qu'elle a vu que c'était effectivement, j'étais Christelle, elle s'est excusée et elle m'a laissé partir. Mais en regardant en arrière, je vois qu'encore une fois, c'était encore cette présence-là qui me disait « Rentre chez toi, cette place-là, c'est pas pour toi. » Mais j'ai ignoré, encore une fois, l'avertissement. J'ai continué avec mes amis. Et finalement, on s'est rendu dans un appartement quelconque où est-ce qu'il y avait une fête. Et je me rappelle encore que dans cette fête-là, il y avait, ou dans cet appartement-là, je veux dire, il y avait aucun meuble, c'était vide, il n'y avait pas de sofa, il n'y avait pas de chaise. Si tu t'assois, c'est par terre. Il n'y avait vraiment rien dans cet appartement-là. Maintenant, je comprends un peu plus ce qui est en train d'arriver, mais dans le temps, j'étais comme, c'est bizarre. Il y avait un comptoir dans cet appartement-là, où est-ce qu'il y avait beaucoup de verres, puis il y avait des boissons. Et je me rappelle avoir pris un boisson et j'ai commencé à boire avec mes amis, on s'amusait. Mais à un certain point, j'ai perdu connaissance après juste un verre. Et j'avais l'habitude de boire, donc j'imagine, j'ai pas de preuves, mais j'imagine qu'il y avait quelque chose qui a été mis dans mon verre lorsque je payais pas attention. Parce que d'une minute à une autre, je voyais que du noir, j'étais plus consciente. Et lorsque je me suis réveillée, mes amis avaient toutes disparu. Pendant que je reprenais conscience, j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui était en train d'arriver à mon corps. Et moi, étant la sorte de fille que j'étais, j'étais comme... Est-ce que, et je suis désolée, c'est pas permis, mais j'étais comme, est-ce que quelqu'un est en train de
faire le sexe avec mon corps. Comme j'étais tellement détachée avec la situation, je comprenais pas ce qui était en train d'arriver. J'avais jamais senti ces sensations avant, vu que j'étais vierge. Mais j'étais comme, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Donc, je me forçais à reprendre conscience, à reprendre connaissance. Et c'est là que j'ai réalisé que oui, effectivement, j'étais en train de me faire violer par des étrangers. Il y avait plusieurs hommes dans cette chambre-là. Et je dis hommes parce que je me rappelle un peu de leur visage. C'était surtout des garçons plus âgés qui avaient peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et moi, j'avais 14 ans dans le temps. Donc, éventuellement, j'ai pu sortir de cette situation-là vers une autre situation qui n'était pas meilleure, mais en tout cas, c'était une porte ouverte pour sortir de cette situation-là. Parce que je ne savais pas ce qu'ils allaient faire avec moi par la suite. Je me rappelle encore, je suis allée chez ma grand-mère, j'ai dit à mon cousin et je le remercie d'avoir été là pour moi, mais j'ai dit à personne d'autre. Je ne suis pas allée à la police, je ne suis surtout pas allée à ma mère. J'ai dit à personne. J'ai juste continué ma vie, j'ai continué l'école, j'ai continué d'avoir mes A+, j'avais un travail que je suis allée chercher par la suite. Et j'ai jamais vraiment fait le processus de guérison émotionnelle. J'ai pas fait de suivi avec ce qui s'est passé dans ma vie. La façon que j'ai décidé de prendre contrôle de ma vie, c'était en contrôlant avec qui j'allais avoir des relations sexuelles, parce que je me suis dit que, vu que c'est pas moi qui a choisi la première fois, c'est moi qui va choisir toutes les autres fois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais une relation avec un homme, c'était mon copain dans le temps, mais il était très violent. Il était vendeur de drogue, vendeur de cocaïne à l'âge de 17 ans. C'était notre vie dans les rues. C'était ce qu'on savait faire. Éventuellement, vers l'âge de 16 ans, j'ai quitté cette personne-là et puis j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec des personnes que je choisissais. Et après mon expérience avec l'autre personne, je ne voulais plus être en relation parce que, tu sais, je me suis fait violer. Ensuite, j'avais la violence conjugale. Je voulais plus rien savoir des hommes. Donc, je suis rentrée dans des relations qui étaient lesbiennes et je continuais à faire des drogues. Je buvais plus parce que j'avais peur à cause de ma situation qui était arrivée à la fête, mais j'expérimentais quand même avec d'autres drogues, donc c'était pas mieux. Finalement, je me suis dit que je devrais peut-être aller finir mon secondaire parce que j'avais lâché l'école quand j'avais 15 ans après le traumatisme que j'ai. J'avais lâché l'école après l'abus que j'avais vécu. Je me rappelle encore la première journée que je suis retournée à l'école, la DPJ m'attendait parce que j'étais une élève exemplaire qui avait soudainement disparu. Donc, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un foyer de jeunesse, ils m'ont mis dans un foyer d'accueil avec une famille, mais je rebellais tellement que j'ai été transférée dans un foyer de jeunesse et je sentais que c'était vraiment comme une prison. Ils décident à quelle heure que tu prends ta douche, à quelle heure que tu brosses tes dents. Et j'étais vraiment pas heureuse là. J'avais refusé de signer les documents, ce qui m'a permis de demeurer là seulement pour 22 jours. Et par la suite, ils m'ont replacée dans ma famille, avec ma mère et mes frères et ma sœur. J'ai commencé à travailler au McDo parce que je suis devenue gérante de cœur rapidement et je me suis vraiment lancée dans le travail. Je me suis occupée avec plein de choses. Je suis retournée à l'école, aux écoles d'adultes, où est-ce que je me suis faite rapidement expulser à cause que je continuais à consommer. Je ne pouvais pas me contrôler. Et la directrice m'avait
elle m'avait vue en train de consommer, donc j'ai été expulsée. Mais heureusement, elle m'a permis de revenir à l'école la prochaine session. J'avais autour de 16-17 ans dans ce temps-là. Et je me rappelle encore, lorsque j'avais reçu mon bulletin, j'avais des notes de cours de toutes les années où est-ce que j'étais pas présente à l'école. Pourtant, j'avais des notes dans mon bulletin. C'était comme si c'est jamais arrivé. J'avais perçu que c'était quelque chose de surnaturel, mais j'y ai pas trop pensé. Je savais que j'allais être capable de suivre les cours et que j'allais être correcte. Donc, j'ai rien dit au secrétariat. J'ai juste continué mes cours, ce qui m'a permis de graduer en même temps que mes collègues de classe. C'était vraiment comme si de rien n'était. Je me rappelle aussi, il y avait un autre jour, où est-ce qu'un incident s'est déroulé qui m'a encore fait penser qu'il y avait un miracle qui était en train d'arriver dans ma vie. Je comprenais déjà pas l'affaire avec mon bulletin, mais par la suite, il y avait un jour que j'étais tellement gaillée, ou je sais pas c'est quoi le terme, j'étais tellement en état de consommation que je tremblais des mains. Je pouvais pas penser vraiment clairement, mais j'essayais de dessiner lorsque j'étais sur l'autobus. Et finalement, il y avait comme un esprit qui avait pris le contrôle de ma main et qui m'avait communiqué un message. Ce message-là, c'était « Ouvre ta Bible ». Moi, ne sachant pas vraiment c'est quoi une Bible, je me suis dit « Je vais aller, je vais m'acheter un Coran, je vais aller rechercher le bouddhisme, je vais faire toute une démarche spirituelle afin de répondre un peu à cette communication que j'avais reçue sur l'autobus ce jour-là. J'avais une Bible chrétienne, une Bible, la parole de Dieu. Je l'avais chez moi à cause que je l'ai pris d'un hôtel à un moment donné, là, je me rappelle plus quand. Mais j'avais cette Bible chez moi, donc je l'ai pris. Et j'ai commencé un peu à le lire, à le regarder, mais ça ne me disait pas vraiment grand-chose. Tu sais, j'ai commencé à Genèse, donc ça ne me disait rien. Mais par la suite, quelques jours ou quelques semaines plus tard, j'essayais de me convaincre que j'étais pas accro à la drogue, que j'avais pas besoin de la drogue pour survivre. Je me suis dit que j'étais plus forte que ma consommation. Alors cette nuit-là, je me suis dit, au lieu de gaspiller, je vais tout consommer en même temps et par la suite, demain, c'est un nouveau jour, je ne vais plus consommer et je vais prouver à moi-même que je suis plus forte que la drogue. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai tout consommé, j'ai jeté mes outils de consommation et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je me rappelle m'être levée à 6 heures du matin. J'étais vraiment motivée. J'avais une énergie que je n'avais pas depuis plusieurs années. Et j'ai pris ma douche, je me suis habillée et je suis allée réveiller ma mère. Et j'étais comme « Maman, on va à l'église ». Et je me rappelle que ma mère, elle s'est réveillée comme dans un sursaut. Elle était comme « Hey, Christelle, tu veux aller à l'église ?» Je pense qu'une parenthèse qui est importante, c'est que ma mère me suppliait d'aller à l'église lorsqu'elle voyait ma consommation, lorsqu'elle voyait que je revenais plus à la maison, je passais des nuits, des semaines à l'extérieur. Donc, elle me suppliait d'aller à l'église, même si elle n'avait pas vraiment de relation personnelle avec Dieu. Donc, elle était très excitée, elle était très heureuse, elle s'est réveillée très rapidement, elle s'est habillée, elle ne voulait pas perdre l'opportunité d'aller à l'église avec moi. Une fois que je suis arrivée à l'église, je sentais une pression vraiment dans mes poumons. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était
très lourd, mais en même temps, je ne comprenais pas ce qui était en train d'arriver. J'avais des larmes qui étaient comme derrière mes yeux et je sentais que je voulais comme pleurer, que je voulais déposer ce fardeau-là, mais en même temps, j'étais en train de me convaincre que je ne suis pas triste. Pourquoi tu vas pleurer, Christelle? Il n'y a rien. Et j'étais vraiment en débat avec moi-même. C'était vraiment ridicule, mais c'est la réalité. Je m'ostinais avec moi-même sur mes sentiments et je me disais que j'avais rien, j'ai des larmes pour rien, il faut que j'arrête, il faut que je me contrôle. Et en ce moment précis, pendant que je suis en train de m'ostiner avec moi-même à l'intérieur de ma tête, le pasteur de l'église m'a remarqué et il m'a appelé par mon nom. Il connaissait ma mère un peu, donc il savait mon nom. Il était comme Christelle. Et le moment qu'il m'a appelé, en fait, j'ai perdu le débat. Parce que c'était pas avec moi que je me débattais, c'était avec le Saint-Esprit, mais je savais pas. Donc, le moment qu'une autre personne a pris mon attention, le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de moi, m'a montré son amour, m'a montré son pardon, m'a montré jusqu'à quel point qu'il me connaît et m'accepte en me connaissant complètement. Donc, j'ai commencé à pleurer, j'avais vraiment de grosses larmes, je pouvais à peine contrôler ma respiration. C'était vraiment une grosse peine que j'étais en train ou que j'essayais au moins de relâcher. Donc, c'était à ce moment-là que j'ai eu ma première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis que les lendemains, les jours qui suivaient, j'ai arrêté complètement de consommer. Mes amis ont tous disparu de la surface de la Terre. Ils ont disparu de Facebook, ils ont disparu en termes de communication avec moi. Personne ne me textait, personne ne m'appelait, personne ne répondait à mes appels. C'est comme si le Seigneur avait juste complètement changé ma vie et changé mon environnement en même temps. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il était en train de travailler dans ma vie à travers mon bulletin miraculeux, à travers les expériences diverses que j'ai expériencées avec la policière, avec les notes dans mon carnet. Et ma vie, en fait, a changé à jamais. Je veux vous encourager, les personnes qui sont en train de visionner ce témoignage, que ma vie n'a pas été parfaite après ce jour-là. Ça date d'il y a 10 ans. Mais j'ai quand même, avec le Seigneur, on a travaillé, on a marché un chemin ensemble de guérison, un chemin rempli d'espoir. Et je dirais aussi que le Seigneur m'a donné un nouveau souffle de la vie. J'avais plus d'espoir, je voulais me suicider. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais le Seigneur, il m'a libérée. Je voulais vous encourager que si vous vous trouvez dans une situation qui est super difficile, qui est remplie d'abus, qui est remplie de rejet, de négligence, qui est remplie de consommation, vous pouvez appeler, vous pouvez interpeller le Seigneur, lui demander qu'il se montre à toi. Et je vous garantis qu'il va répondre, même si vous n'êtes pas certain de son nom, demandez-lui. Dites Dieu, personne dans le ciel, personne qui est plus grand que moi. Si tu es vraiment réel, si tu es vraiment là, dis-moi comment tu t'appelles. Il va te dire les mêmes. Il va se révéler à toi. Et je ne pourrais pas te garantir que ta vie va changer du jour au lendemain, mais ce que je peux te garantir, c'est que il promet d'être avec toi jusqu'à la fin. Il promet de te supporter à travers tes difficultés parce qu'il veut te guérir, il veut te rendre nouveau. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre un jour, une semaine, un an, ou comme moi, ça peut prendre 10 ans de démarche
et je pense que les démarches continuent. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de l'espoir pour ta situation. N'abandonne pas. Fais confiance en Jésus parce qu'il a dit que quiconque l'appelle, met confiance en son nom. Cette personne-là, quiconque croit en lui, sera sauvé. Et il y a tellement d'autres promesses dans la Bible que vous pouvez découvrir vous-même en ouvrant une Bible. Donc, je vous encourage de demander à Jésus de se révéler à toi. S'il peut me sauver, s'il peut changer ma vie, une vie qui avait vraiment aucun espoir, alors il peut faire une différence dans votre vie. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde cette grâce et cette vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.